Bonjour à tout le monde. Merci de poursuivre le voyage dans certains aspects de cette transition énergétique qui nous occupe. Alors, on passe à un autre sujet, grand sujet, l'hydrogène. Vous en entendez beaucoup parler, depuis longtemps d'ailleurs, avec des hauts, des bas. Et donc, on va faire deux séances. Cette première séance, je vais essayer de vous expliquer les fondamentaux des différents aspects de ce qu'on appelle l'économie à hydrogène. Et puis, la semaine prochaine, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Où l'utiliser? Jusqu'à quel niveau? Mais aujourd'hui, donc, plutôt les aspects fondamentaux de ce qu'est l'hydrogène, de ses caractéristiques, de comment on peut le produire, enfin, etc. Alors, deux choses. La première, évidemment, je suis très heureux d'avoir après moi Sébastien Candel. Il s'avère que pour des raisons personnelles, il ne peut pas se joindre à nous physiquement, mais il fera son séminaire et vous le verrez donc à l'écran. Ça devrait bien se passer techniquement, normalement. Oui, Sébastien Candel va nous parler en particulier de quelque chose dont on parle beaucoup, qui est l'aviation, l'avion sans carburant fossile, sans kérosène. Donc c'est avion à hydrogène, avion électrique. Il va nous parler de ça, c'est un sujet important. Alors je suis très heureux, Sébastien, vous voyez quelques éléments de sa carrière, hein. Il a été professeur donc, à Centrale, Supélec. C'est un grand spécialiste des questions énergétiques, et en particulier de la combustion. Et puis, grande culture sur la question énergétique, puisqu'il fut mon prédécesseur à la présidence du comité énergie de l'Académie des sciences. Je lui ai succédé il y a 5 ans ou 6, je ne sais plus. Donc il est membre de l'Académie des sciences, il est membre de l'Académie des technologies. Bon, je fais sa présentation tout de suite parce qu'ensuite, à la pause, on fera juste le transfert de technologie, entre guillemets, pour qu'il puisse parler et vous montrer ses diapos. Dernier point, je ne parlerai pas d'hydrogène naturel. Parce que je n'en ai pas grand-chose à dire et je crois que beaucoup de gens n'en ont pas grand-chose à dire. Je veux dire en termes de qu'est-ce qui est possible. Évidemment, ça changera considérablement la donne si tout d'un coup nous nous apercevions, et il faut qu'on y travaille, qu'il y a des quantités massives d'hydrogène naturel faciles à récupérer. Et ça change un peu la perspective, parce que comme je vais le dire presque en permanence, je vais insister sur le fait que pour le moment, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique, mais évidemment, s'il en existe des quantités massives dans le sol, ce n'est plus un vecteur énergétique, ça devient une ressource. Ça change considérablement la perspective. Mais voilà, simplement, je n'ai pas prévu d'en parler, on peut en discuter entre nous, j'en sais un certain nombre de choses, mais je ne parlerai pas de l'hydrogène naturel. Voilà, alors l'hydrogène, donc... alors il y a une quantité massive de littérature sur l'hydrogène, des tas de rapports, j'en ai mis quelques-uns dont je me suis inspiré. Voilà, je parlerai de... Voilà, il y a des livres, il y a des académies qui s'expriment, il y a la Creux, il y a RTE, des gens qui sont critiques et puis des gens qui peut-être fantasment un peu trop, comme je vais vous le montrer, bon, etc. etc. Il y a énormément de choses. Néanmoins, il est assez difficile de se faire une idée de la réalité des choses parce qu'il y a des points de vue très, très différents. Un peu d'histoire, simplement pour rappeler qu'on parle d'hydrogène depuis pas mal de temps. En 1783, tous les trois, Lavoisier, Laplace et Meunier, il n'y avait pas de comité de prospective en énergie à l'Académie à l'époque, mais ils font néanmoins un rapport sur la synthèse de l'eau
et l'eau est définie comme un mélange d'air inflammable et d'air vital, et cet air inflammable est appelé hydrogène, parce que par réaction avec l'oxygène, il produit de l'eau, hein, hydrogène. Donc c'est la démonstration que l'hydrogène peut réagir avec l'oxygène pour produire de l'eau. Puis 1 an plus tard, à peu près, ils reviennent devant l'Académie et ils présentent un procédé maintenant de production d'hydrogène à partir de l'eau, et qu'ils définissent comme l'action de l'eau sur le fer au rouge. Alors c'est du fer métallique très chauffé et réagissant sur l'eau réduit les protons. Le fer zéro est un métal réducteur, envoie des électrons dans l'eau et produit de l'hydrogène. D'une certaine façon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme ça que se forme l'hydrogène naturel. Ce sont des formes réduites, non pas fer zéro, mais des formes réduites, fer 2, du fer dans le sol, qui réagit avec de l'eau pour donner de l'hydrogène. Je crois qu'on comprend assez bien les mécanismes chimiques de production de cet hydrogène naturel. Voilà, là aussi, des rêves. Tout le monde connaît ça, l'île mystérieuse, Jules Verne. À la question qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon de Pencroff. Vous voyez, déjà, on se posait cette question-là. On a Cyrus Smith qui répond l'eau. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait l'eau, hein, parce que vous pouvez toujours mettre de l'eau dans un moteur de voiture, ça ne marchera pas. Mais en fait, il précise, oui, mes amis, je crois que l'eau sera employée comme combustible. Alors, bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est surtout que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Ainsi donc, rien à craindre. Donc voilà, le message est lancé, avec l'hydrogène, il n'y a plus rien à craindre. C'est ce que nous dit Jules Verne. Bon, on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai, mais... alors, voilà, l'hydrogène aujourd'hui, c'est un sujet à la fois de grand espoir, avec une certaine justification, avec une grande justification, et puis aussi une source de fantasmes, je dirais même de certains délires, et donc on évolue entre voilà, des choses sérieuses et des choses, me semble-t-il, un peu fantasmées. Alors, je veux juste citer comme exemple pour vous dire, il y a pléthore de choses comme ça. Voilà, quand vous lisez un livre comme Hydrogène, le nouveau pétrole, vous y lisez, vous voyez, l'hydrogène propre, une alternative crédible aux combustibles fossiles dès 2020. Hein, voilà, il écrit ça en 2019, et bon, bien sûr, il n'y a toujours pas d'hydrogène comme alternative aux combustibles fossiles. Nouveau pétrole vert, la réponse systémique au chaos énergétique, la réponse simple et évidente pour les consommateurs, une énergie quasi infinie. Enfin bon. Alors, il dit dès lors qu'on a du soleil ou du vent. Comme vous le savez, on n'a pas toujours du soleil et pas toujours du vent. Voilà, exposé à rien du tout, ni au cycle des matières premières, ce qui est faux, ni au risque géopolitique, et bientôt imbattable sur les coûts. Et puis, pour terminer, vous voyez, à partir de 2024, dit-il, hein, l'horizon stratégique de l'hydrogène prend une autre ampleur. Il s'agit ni plus ni moins de concurrencer à grande échelle le pétrole, le gaz et le charbon en atteignant des prix équivalents. Bon, tout ça, on est en 2024, hein, et tout ça n'existe pas pour le moment, donc il faut faire très attention. Alors, regardons quand même de quoi il s'agit et ses potentialités. Alors, ici, je commence par la France, même si on verra que c'est à peu près les mêmes schémas un peu partout. La France, c'est presque 1 million de tonnes par an que nous consommons. Et comme vous le voyez, c'est essentiellement pour le raffinage du pétrole et pour la production d'ammoniac, c'est cette réaction-là. L'ammoniac étant évidemment indispensable à la production d'engrais, et puis quelques
réactions de la pétrochimie, notamment par exemple la synthèse du méthanol qui a besoin d'hydrogène. Donc c'est ça aujourd'hui pour la France. C'est un hydrogène qui n'est pas très cher et simplement parce qu'il est produit à partir de fossiles et on appelle ça de l'hydrogène gris. Et évidemment, c'est un problème parce que vous voyez que pour 1 million, à peu près, hein, c'est le chiffre à la louche, 1 million de tonnes de production d'hydrogène, vous produisez 10 millions de tonnes de CO2. Donc ce sont vraiment des procédés qui ne sont pas aujourd'hui acceptables et qu'il faut traiter et trouver de nouvelles alternatives. Alors, c'est 2 à 3% des émissions totales en France, hein, c'est 7,5% des émissions de l'industrie. Et c'est ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est transformation du méthane, vaporeformage, c'est oxydation d'hydrocarbures, c'est gazéification du charbon. Donc aujourd'hui, en France et dans le monde, plus de 95% de l'hydrogène, dans le monde d'ailleurs c'est plus de 99% de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou noir. Alors oui, tant qu'on n'a pas d'hydrogène naturel, c'est un vecteur énergétique, d'accord ? Il faut le produire, on ne va pas on creuse pas au fond de la Terre pour le récupérer. Tout cet hydrogène-là, il faut le produire donc à partir des fossiles et il faut évidemment des procédés qui sont consommateurs d'énergie et consommateurs et producteurs de CO2. Donc il y a une vraie ambition hein, française sur l'hydrogène qui se traduit, je dirais, par ces points-là. Développement d'une filière d'électrolyseurs. Alors je vous dirais, évidemment, certains d'entre vous savent ça très bien, ce que c'est que l'électrolyse. Développement d'une filière d'électrolyseurs. Là, c'est parce qu'on veut transformer, parce qu'on veut produire de l'hydrogène à partir de l'eau et non plus à partir des hydrocarbures. C'est autour de... l'objectif, c'est 6,5 gigawatts pour produire à peu près 0,6 millions de tonnes d'hydrogène. Hein. Vous voyez, vous avez en tête les 0,9 de tout à l'heure. Donc ça serait une véritable transformation. Hein. On passerait de 0,9 millions de tonnes d'hydrogène gris, très émetteur de CO2, à 0,6 millions de tonnes d'hydrogène vert, comme vous allez le voir. Alors pour le moment, on est assez loin. Hein. Il y a, me semble-t-il, autour de 30 mégawatts qui sont installés. Ça fait que 0,5% de l'objectif. Et en projet, on est plutôt autour de 5%. Évidemment, développer des réseaux de stations à hydrogène. Il faut que les gens puissent, lorsqu'ils ont besoin d'hydrogène vert, pouvoir y accéder. Développer la mobilité lourde en hydrogène, décarboner l'industrie avec l'hydrogène et donc soutenir la recherche, l'innovation et les compétences dans ce domaine-là. Ça, je crois que ce sont les directions qui sont fixées pour la France. Alors, tout ça nous amène avec ces directions-là à combien de cet hydrogène qui n'est plus gris. Alors, il y a toutes sortes de scénarios. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 0,9 millions de tonnes. J'en ai pris quelques-uns, mais disons que, pour simplifier, ça varie à l'horizon 2050. Hein, ça varie, disons, entre 1 million de tonnes, à peu près l'équivalent d'aujourd'hui, à 4 millions de tonnes, à la louche. C'est ce que vous voyez aussi bien dans des scénarios de type SNBC que des scénarios de la Commission européenne, que les scénarios RTE, notamment dans cette trajectoire hydrogène plus, qui est un des scénarios de RTE dans lesquels il y a beaucoup de besoins en hydrogène. Notamment, dans ce scénario-là, pour la production de carburants de synthèse, notamment pour le transport aérien et maritime, pour alimenter en hydrogène des parcs de camions, tracteurs, etc., et pour décarboner des procédés industriels en utilisant l'hydrogène. Vous allez voir, vous verrez, on verra la semaine prochaine quelques exemples de ces stratégies-là. Donc de 1 à 4, alors je vais le redire tout de suite, mais il faut tout de suite avoir en tête l'idée que l'électrolyse, c'est de la consommation électrique. Et en gros, voilà, c'est un chiffre, on peut en discuter, ça peut être 50, c'est bon, voilà.
1 million de tonnes d'hydrogène, il faut retenir ce chiffre-là que j'utiliserai souvent. 1 million de tonnes d'hydrogène vert, ça contient 33 TWh d'énergie. L'hydrogène, vous allez le voir, contient beaucoup d'énergie. 33 TWh, c'est colossal. C'est 1 million de tonnes d'hydrogène. Simplement, pour le produire, il faut 55 TWh d'électricité, à cause des rendements, etc. Donc, vous voyez, chaque fois, je traduis ça, quand on me dit on veut 1 million de tonnes d'hydrogène vert par électrolyse, je dis tout de suite, bah, c'est à peu près 55 TWh. Et assez souvent, j'essaye de vous dire, pour avoir une idée de ce que veut dire 55 TWh, c'est pas évident de savoir ce que ça représente, mais je prends toujours l'exemple, même si je ne soutiens pas que toute cette électricité soit nucléaire, mais un EPR, ça produit par an à peu près 11 TWh, donc il faut, chaque fois que vous avez 1 million de tonnes d'hydrogène, il vous faut à peu près 5 EPR, rien que pour ça. Évidemment, si vous en avez 4, il vous faut 20 EPR pour cette production d'électricité, et ça va être sans doute un des problèmes majeurs. Voilà, donc ça c'est la même chose, hein. C'est les scénarios RTE, c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas la peine de... Voilà, c'est les fameux 4 millions de tonnes qui sont prévus dans ce scénario hydrogène plus. N'en disons pas plus, ce n'est pas nécessaire. Bon, là aussi, c'est très bien. Voilà, donc on s'est fixé cet objectif, produire de l'hydrogène électrolytique, dont je définirai un peu plus tard ce que c'est, à des échelles importantes, hein, vous avez vu 0,6 millions de tonnes en 2030, 1 à 4 millions de tonnes en 2050, selon les utilisations qu'on veut en faire. Et donc, vous avez une mobilisation quand même massive en France de tout un tas d'entreprises en particulier, mais pas que des entreprises, aussi des organismes publics, hein, CNRS, CEA, etc. Mais l'industrie, vous voyez, Airbus qui s'occupe de l'avion à hydrogène, Faurecia qui est dans les piles à combustible et les réservoirs d'hydrogène, Plastic Omnium aussi les réservoirs, Air Liquide, hein, qui est le champion de l'électrolyse, Total qui se lance dans les électrolyseurs et puis la capture du CO2, Engie, pareil, GRT Gaz, qui évidemment a les compétences pour traiter la question du transport de l'hydrogène dans des réseaux de gaz, les constructeurs automobiles, Renault, PSA, Stellantis, Genvia. Alors, Genvia, vous en entendrez parler parce que, comme vous le savez, le 28 février, il y a un colloque et j'ai invité Florence Lambert, la présidente de Genvia, qui va nous parler de l'aventure. McPhee, les électrolyseurs, enfin, etc. Hein, vous voyez, tout le monde est mobilisé. Il y a une vraie réponse, je dirais, industrielle. Alors, pour le moment, sans réalisation massive, mais voilà, tous ces gens-là sont en route. L'Europe. L'Europe a une vision sans doute promue en particulier par l'Allemagne, qui a un vrai problème de gaz et qui voit dans l'hydrogène une possibilité de rester sur du gaz et du gaz décarboné. Mais l'Europe a des projets massifs en production d'hydrogène. De mon point de vue, surévalué et je considère difficilement accessible. Aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes. C'est bien sûr, à nouveau, que de l'hydrogène qui vient des hydrocarbures. Bon, il y a tout un tas de... Je note à nouveau pour la question électrique que la consommation électrique aujourd'hui de l'Union européenne, c'est presque 3000 TWh, pour vous donner un ordre de grandeur. Alors il y a tout un tas de directives, de plans, de propositions européennes pour fixer les choses suivantes. J'ai résumé à quelques chiffres près, ça doit être exact. 2030, passer de 10 à 20 millions de tonnes d'hydrogène. Et comme tout ne pourra pas être fait en Europe,
avec cette idée que je trouve moi personnellement assez curieuse d'en importer massivement. Je ne sais pas d'où exactement, enfin si, il y a des propositions, mais enfin dans des pays qui pour le moment n'en produisent pas, et 10 millions de tonnes qui est produit sur le territoire européen, ce qui veut dire évidemment de l'installation de puissance, l'installation massive de puissance d'électrolyseurs. Et en 2050, ça va jusqu'à 60 millions de tonnes d'hydrogène, avec 30 millions de tonnes importées et 30 millions de tonnes produites sur le territoire national. Et à nouveau, par mon calcul de tout à l'heure, toujours le même, 55 TWh, 1 million de tonnes, voilà, ça fait 1700 TWh d'électricité rien que pour l'hydrogène, à comparer avec ce qui est aujourd'hui la production d'électricité. C'est absolument colossal. Bon, voilà une première remarque. Et évidemment, importer 30 millions de tonnes d'hydrogène, ça met certainement l'Europe dans une situation de nouvelle dépendance, me semble-t-il, tellement c'est important. À l'échelle mondiale, vous voyez, 1 pour la France, 10 pour l'Europe, à peu près 100, enfin un peu moins, pour l'Europe en consommation d'hydrogène. Et là aussi, comme vous le voyez, tout ça, c'est à partir de fossiles. Et il y a 0,7% à partir d'énergie fossile avec capture du CO2 qui sort de là, et simplement très très peu par électrolyse de l'eau. Donc là, on est à plus de 99% de production d'hydrogène gris, donc émetteur de CO2. Et quelles sont les perspectives ? Ça, ce sont des données, des projections de l'Agence internationale de l'énergie qui nous indiquent pour 2050 une production, vous voyez, on part de 94, une production de pratiquement 500 millions de tonnes d'hydrogène. Il y a presque plus de fossiles. Il y a une partie significative de fossiles, mais avec capture du CO2, donc d'hydrogène gris avec capture du CO2, et il y a quand même 320 millions de tonnes d'hydrogène vert. Bon, il faut multiplier à peu près par 7000 la production d'hydrogène vert d'ici 2050. Là aussi, c'est absolument faramineux, et ça correspond à peu près 17 000 TWh d'électricité. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, rien que pour l'hydrogène, il faudrait 6 fois la production électrique de l'Union européenne. Donc ce sont des chiffres qui sont faramineux. Je suis personnellement surpris quand je vois ces chiffres-là, et ça demande véritablement discussion pour franchement comprendre la rationalité de ces chiffres et la faisabilité de tels objectifs. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui voilà, le panel d'objectifs qui sont fixés en France, en Europe et dans le monde. Alors, pourquoi il y a un tel engouement pour cet hydrogène ? C'est principalement parce que, en effet, c'est un carburant qui est propre, au sens où, lorsqu'on le brûle, il n'émet pas de CO2. Voilà, ça, c'est la grande propriété de l'hydrogène. C'est la réaction qui est ici. Une molécule très riche en énergie, je l'ai déjà montré, je vais le remontrer, et qui, lorsqu'on le brûle, fait deux choses, donc relâche énormément d'énergie, donc c'est les 33 kWh par kilogramme d'hydrogène, ou les 33 TWh par tonne, et le produit de la combustion de l'hydrogène, c'est de l'eau. C'est de l'eau, et donc c'est ça qui est absolument magnifique pour un tel carburant. Pas de CO2 et un produit de réaction évidemment non toxique. Voilà, c'est la grande affaire de l'hydrogène. Mais attention, pour le moment en absence d'hydrogène naturel, ce n'est pas une source d'énergie. C'est un vecteur énergétique, donc il n'est pas propre. Et vous l'avez vu tout de suite qu'il n'est pas propre, puisque pour le moment,
on doit le produire en émettant 10 millions de tonnes de CO2 par million de tonnes d'hydrogène produit. Voilà, donc il faut faire attention à tous ces chiffres, source d'énergie, vecteur énergétique, carburant propre, pas propre. Non, l'hydrogène, pour le moment, n'est pas propre, et tout l'enjeu, c'est évidemment de le produire de façon propre et de trouver les énergies qui le produisent les plus propres possibles, donc les plus bas carbone. Alors, ça c'est juste pour vous montrer que ici, la densité d'énergie des différents carburants en kilowattheure par kilo, vous voyez, l'hydrogène, c'est le champion du monde. Une très grande énergie dans une toute petite molécule, ce qui fait que la densité d'énergie massique est bien meilleure que toutes les autres. Et vous voyez, c'est à peu près 3 fois plus que le pétrole et le gaz, et c'est 5 fois plus que le charbon. Donc en termes de densité massique, c'est bien meilleur que tous nos fossiles que nous utilisons massivement, parce qu'ils sont très pratiques, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Voilà. Le problème, c'est que c'est un gaz. Ça, c'est son premier problème. Voilà, c'est un gaz. Alors voilà quelques chiffres. 0,09 grammes par litre. Donc 1000 litres d'hydrogène, c'est 90 grammes. Donc vous voyez, là, on a un problème. Pour donner alors oui, donc dès qu'on parle d'hydrogène, on parle de moyens de réduire son volume. Et vous allez le voir, il y a différentes façons de faire, mais il y a les méthodes physiques, c'est-à-dire qu'il peut être mis sous pression, entre 350 et 700 bars, donc du gaz sous pression. Et là, vous voyez, on passe à 23 et 39 grammes par litre, en fonction de la pression. Donc, c'est une très forte augmentation. Et on peut aussi le stocker, on peut le liquéfier. Mais là, c'est de la cryogénie extrême, il faut descendre à très basse température, vous voyez, moins 253 degrés. Et là, on arrive à des densités qui sont de l'ordre de 70 grammes par litre. De sorte que pour une petite comparaison, ici, vous voyez, 1 kg d'hydrogène, quand c'est gazeux, ça fait 11 000 litres. Et puis quand c'est liquide, ça ne fait que 13 litres. Et quand c'est comprimé à 700 bars, que 23 litres. Donc là, effectivement, il y a un gain en volume. Et donc, en général, quand vous parlez d'hydrogène dans l'industrie et dans son utilisation, ça passe toujours par une étape de compression ou de liquéfaction, et c'est toujours de l'hydrogène liquide ou de l'hydrogène sous pression. C'est rarement de l'hydrogène à pression et température ambiante, gazeux, occupant un énorme volume. Le problème, c'est que, évidemment, pour pressuriser ou pour liquéfier, vous perdez de l'énergie, ça demande de l'énergie. Donc la liquéfaction d'1 kg d'hydrogène fait perdre à peu près 35% de son contenu énergétique. Et la compression d'1 kg d'hydrogène, c'est à peu près une perte de 15% de son contenu énergétique. Donc ça, il faut l'avoir en tête dans toutes les histoires de rendement, parce que dès lors qu'on va transporter, stocker de l'hydrogène, on va être obligé de faire ça, et donc obligé de... et on sera en perte d'hydrogène. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Voilà, alors, bon, une fois que vous avez de l'hydrogène, vous le stockez, c'est ce que je viens de dire, et donc, souvenez-vous simplement qu'en effet, il y a des procédés physiques pour stocker l'hydrogène. C'est ceux qui sont utilisés aujourd'hui, c'est la liquéfaction, je l'ai dit, c'est la compression. Donc ça, voilà, pardon, liquéfaction et compression. Et notamment pour la pression très élevée, ça demande beaucoup
de contrôle hein, des réservoirs dans lesquels on met ce gaz. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a énormément de recherches et de développement autour de différents types de réservoirs pour accepter de l'hydrogène à 300 ou 700 bars, avec différents revêtements, avec des fibres de carbone, avec des matériaux composites. Donc, vous avez vu d'ailleurs dans les entreprises que j'ai citées, il y en a un certain nombre qui se préoccupent, et avec raison, de la question de la sécurité des réservoirs d'hydrogène, parce que c'est évidemment un élément très particulier qui mérite des réservoirs particuliers. On ne met pas de l'hydrogène dans des réservoirs d'essence, qu'ils soient liquides ou gazeux. Alors il y a beaucoup de recherches aussi sur des procédés chimiques. Ça, c'est des procédés physiques, liquéfaction, compression. Et puis il y a des procédés chimiques. Ces procédés chimiques, c'est en gros des matériaux, c'est essentiellement des matériaux qui ont cette capacité d'incorporer en leur sein des quantités extrêmement importantes d'hydrogène. Il y a deux grands types, hein, pour simplifier, il y a deux grands types de ces matériaux. Il y a d'une part des matériaux poreux, polymères de coordination, ce qu'on appelle les Metal Organic Framework, les MOF, qui sont des matériaux poreux, des éolites, qui sont capables d'insérer et de garder dans les pores des molécules d'hydrogène. Et il n'y a pas de réaction chimique, hein, c'est de la physisorption. Hein, et là, voilà, les capacités ne sont pas énormes, c'est assez limité. Le problème, c'est qu'il faut travailler à très basse température parce qu'il y a de très faibles liaisons entre le matériau récepteur et l'hydrogène. Si vous chauffez un peu trop, l'hydrogène repart. Voilà. Et puis vous avez de la chimisorption. Là, il y a des réactions chimiques. C'est toutes sortes d'hydrures métalliques. Bon, ici, il y a quelques exemples. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut aller plus loin. C'est jusqu'à 150 grammes par litre. Par contre, il s'agit de réactions chimiques. Vous voyez, ici, par exemple, l'ammonia-borane, qui contient plein d'hydrogène, ou des hydrures de magnésium. Donc, vous avez une réaction de piégeage de l'hydrogène, mais sous forme d'hydrure, et ensuite, il faut libérer cette hydrure pour redonner de l'hydrogène. Donc, vous avez des réactions de dissociation de l'hydrogène et de recombinaison de l'hydrogène qui, effectivement, demandent un parfait contrôle de la thermodynamique, de la cinétique, voilà. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Et là, c'est l'inverse. Certaines de ces réactions ont des barrières d'activation élevées, et donc il faut pousser les températures pour que les réactions aient lieu. Et donc, vous voyez, ici, c'est un travail récent qui est très, très intéressant, que je vous invite à lire, hein, qui est une revue sur ce genre d'approche. Mais vous voyez que le problème, c'est que tous les matériaux là, qui nous intéressent et qui sont disponibles ne sont pas du tout dans le domaine qui serait intéressant, tel que ça a été défini par le Department of Energy. C'est un département américain qui joue un très grand rôle dans la définition de la politique américaine en énergie. Mais voilà, il faudrait que les matériaux soient ici en termes de poids et de température, c'est-à-dire que, vous voyez, ici, oui, ou de volume, hein, enfin, de grammes d'hydrogène par litre. Ici, vous avez les matériaux poreux, ici, vous avez les hydrures, et il faut que vous vous trouviez là, c'est-à-dire plutôt à température ambiante, et plutôt autour, enfin, jusqu'à 150 grammes d'hydrogène par litre. Donc, voilà, il faut continuer. Il y a des recherches, ça continue, et ça peut être une façon intéressante. Alors, les fameuses couleurs de l'hydrogène que j'ai commencé à décrire très, très rapidement. Alors, vous avez l'hydrogène gris, j'en ai déjà parlé, donc c'est à partir de fossiles. Vous avez de l'hydrogène vert, c'est celui que tout le monde aime,
c'est celui qui est produit par électrolyse de l'eau. Alors, après, vous avez d'autres versions. Vous avez l'hydrogène bleu, c'est aussi les fossiles, mais dans ce cas-là, c'est un hydrogène qui est moins gris, parce que le CO2 qui a accompagné la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures est capturé et stocké éventuellement ou utilisé ensuite. Et ça, c'est voilà. C'est un débat qui est assez propre à l'Europe. C'est l'hydrogène jaune, parce qu'on fait la différence entre les énergies renouvelables, éoliennes, solaires et hydroélectriques, avec le nucléaire en termes de production. Et ceci, de mon point de vue, n'est pas raisonnable, parce que l'hydrogène jaune, c'est de l'hydrogène vert. La question étant, il faut une énergie bas carbone pour produire de l'hydrogène, et il n'y a rien de mieux en termes de caractère bas carbone que l'énergie nucléaire. Donc, dans la suite, pour moi, je parlerai d'hydrogène vert uniquement, et ça inclura la production d'hydrogène avec de l'électricité nucléaire ou éolienne ou solaire ou hydroélectrique. Juste très rapidement, quelles sont les réactions qui sont mises en œuvre pour la production à partir d'hydrocarbures, d'hydrogène? Eh bien, c'est tout simplement, vous voyez, le vaporoformage du méthane. C'est le bilan de la réaction, c'est ça. C'est-à-dire que vous prenez le méthane parce qu'il y a beaucoup d'atomes d'hydrogène, et effectivement, vous obtenez 4 molécules d'hydrogène pour une molécule de méthane par réaction avec de l'eau, et vous produisez du CO2. Je ne rentre pas dans le détail de tout le processus. Il faut désulfuriser, il faut enlever le soufre du gaz naturel, il faut former du gaz de synthèse, CO plus H2, et ensuite il faut faire réagir le CO avec de l'eau pour donner de l'hydrogène. Et ensuite il faut purifier. Voilà une des grandes façons de faire de l'hydrogène aujourd'hui. Vous avez aussi de l'oxydation d'hydrocarbures. Là, c'est des hydrocarbures à plus longue chaîne qui réagissent avec de l'oxygène. Ça donne du CO2 comme toute réaction de combustion et de l'hydrogène. Là aussi, on a de l'oxydation partielle de l'hydrocarbure qui donne un mélange de CO et d'hydrogène. Vous voyez, ça se fait à haute température. C'est une réaction catalytique, c'est avec une pression significative. Et ensuite, à nouveau, une réaction de CO avec de l'eau pour donner de l'hydrogène, du CO2 et de la purification. Alors, voilà finalement, à nouveau, l'idée, passer donc de l'hydrogène gris à l'hydrogène bas carbone, donc bleu éventuellement, s'il y a de la capture de carbone, mais surtout de l'hydrogène vert par consommation électrique. On s'amuse à mettre beaucoup de couleurs sur l'hydrogène. Il y en a une autre qui est l'hydrogène turquoise, qui est cette réaction intéressante de transformation du méthane, mais à nouveau, ça veut dire qu'on utilise des hydrocarbures, transformation du méthane en hydrogène par une réaction de pyrolyse qui donne non pas du CO2, mais du carbone solide. Alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, ça ne va pas dans l'atmosphère. Et on peut faire un certain nombre de choses avec ce carbone solide. Donc ça mérite d'être regardé. Bon, la question, c'est est-ce qu'il y a un marché suffisant pour le carbone solide? On peut l'utiliser sur les routes, dans les matériaux de construction, en agriculture, dans l'amendement des sols. Enfin, il y a un certain nombre d'applications. Je ne sais pas, sans doute ceux qui développent ce procédé, ils voient une opportunité économique, ce qui serait intéressant, je ne sais pas. Je mets un point d'interrogation parce que je n'ai pas de réponse sur cette question. Alors l'électrolyse, j'aurais dû en parler plus tôt, mais j'y viens enfin. Vous devez savoir essentiellement qu'en effet, l'idée c'est de l'électricité bas carbone, parce que pour transformer de l'eau en hydrogène, il faut de l'énergie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais la réaction inverse de combustion de l'hydrogène, et j'avais un moins ici sur le delta H, évidemment, la réaction de décomposition de l'eau, et il faut de l'énergie, il faut d'ailleurs une quantité
très importante d'énergie parce qu'on en stocke beaucoup dans la molécule d'hydrogène. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça se décompose en, d'une part, une réaction, donc un électrolyseur, c'est un système ici très simplifié, vous avez deux électrodes, il y a du courant qui circule entre les deux électrodes. Vous appliquez donc une énergie ici bas carbone de préférence. Il y a des électrons qui arrivent à la cathode et qui transforment les protons de l'eau en hydrogène, et ces électrons sont retirés de l'anode où de l'eau est transformée en oxygène, et le bilan, vous ferez la somme des deux, vous tomberez là-dessus. Alors il y a plusieurs types d'électrolyse dont je vais discuter assez rapidement. D'abord, il y a l'électrolyse alcaline. Ça, c'est celle qui est aujourd'hui disponible assez facilement, qui est étudiée depuis très longtemps, qui a déjà des développements industriels et depuis longtemps. Donc c'est les mêmes réactions, hein, l'anode et la cathode. Vous voyez les conditions, c'est en milieu KOH, alcalin. Il y a une membrane poreuse entre les deux électrodes. Voilà, je veux simplement dire deux choses. Quels sont les avantages de cette technologie? C'est que pour faire ces réactions-là, il faut des catalyseurs. Donc les électrodes ici sont des conducteurs d'électrons, mais sont aussi des catalyseurs pour les réactions qui sont ici, qui sont des réactions très complexes. Ça ne vous parle peut-être pas, mais voilà. Décomposer de l'eau en hydrogène et en OH- en captant des électrons, c'est extrêmement complexe et il faut des catalyseurs. Alors, la chance de ces technologies, c'est que dans ce milieu basique, on peut travailler avec des matériaux abondants, peu coûteux, en particulier à base de nickel. Ce sont des technologies qui sont matures, hein, ça fait longtemps qu'on sait faire ce type d'électrolyse, et donc il y a déjà des développements industriels. L'inconvénient, c'est que c'est incompatible, c'est assez peu compatible avec des brusques variations de courant, donc si on les couple à des sources d'énergie intermittentes, c'est un peu compliqué. C'est ce que je mets ici. Et on est obligé d'assurer des densités de courant assez élevées, assez stables. Voilà. Ensuite, vous avez des choses moins matures, mais qui sont très travaillées, et en particulier cette électrolyse à membrane polymère échangeuse de protons. Ici, là, on passe à un électrolyte solide, et les électrodes sont déposées sur cette membrane polymère conductrice de protons. Ce sont les mêmes réactions à l'anode et à la cathode. Les rendements sont du même ordre de grandeur. Alors là, quels sont les avantages ? C'est qu'on a un électrolyte solide avec ces membranes échangeuses de protons. On utilise un polymère. Alors, c'est un polymère fluoré. Comme vous le savez, de nos jours, il y a des problèmes avec ce type de polymère fluoré. J'espère qu'on ne les interdira pas trop vite, parce que ça mettrait une sacrée difficulté, notamment à ce type de technologie. On travaille à température ambiante, c'est beaucoup mieux compatible avec l'intermittence. Alors, par contre, il y a quand même des inconvénients. Ce sont des membranes qui sont chères, qui sont fragiles. Il y a beaucoup de recherches sur des alternatives à ce type de membrane, pas uniquement pour la question du fluor, mais pour cet aspect-là. On travaille là, contrairement à l'électrolyse précédente, en milieu acide. Et donc là, pour travailler, vous avez besoin de catalyseurs qui sont essentiellement à base de métaux nobles, platine, iridium, et ça change considérablement les choses. Donc là aussi, il y a des recherches pour voir si on peut travailler avec des métaux plus abondants, moins chers. Et pour le moment, vous avez donc une maturité assez limitée. Et puis, vous avez l'électrolyse à haute température. À nouveau, hein, les mêmes réactions de ce côté. Vous entendrez mercredi 28 février, comme je l'ai déjà dit, Genvia qui parlera de ça. C'est vraiment un espoir qu'on puisse développer ce type d'électrolyseur, parce que là, on change radicalement les choses en termes de rendement. Donc les avantages, c'est l'apport de chaleur et l'amélioration des rendements. Les catalyseurs sont des métaux non nobles, hein, comme vous voyez ici, manganèse, nickel. Et là aussi, bien, comme c'est de la haute température,
il y a de problèmes de fragilité des composants. Les céramiques, puisque ici ce sont des matériaux céramiques conducteurs d'ions oxygène dans la membrane. Voilà, et c'est encore pas mature. Je crois que Genvia nous dit qu'en 2024, il devrait y avoir un prototype qui pourrait produire 200 kg par jour d'hydrogène, avec l'objectif en 2026 d'avoir un électrolyseur de 1 MW. Voilà, donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Alors, le problème, c'est, comme d'habitude, ça fait la énième fois que je vous montre des données comme ça. Chaque fois qu'il y a un nouveau marché, c'est rarement en Europe, c'est en Asie. J'ai parlé de ça pour les voitures électriques, pour les batteries, pour les PV, pour les panneaux solaires, etc. Et là, vous voyez que, à nouveau, l'Europe, c'est une toute petite partie du marché des électrolyseurs. L'Amérique du Nord joue un rôle important, mais à nouveau, c'est l'Asie en vert foncé. Donc là aussi, il y a un enjeu majeur de créer une industrie de l'électrolyse, sans quoi, à nouveau, nouvelle dépendance. Si nous voulons faire de l'hydrogène, si nous ne gagnons pas ce combat, ça sera des électrolyseurs qui viendront des États-Unis et de la Chine. Alors, hydrogène vert, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'hydrogène propre. Est-ce que l'hydrogène vert, c'est zéro CO2 ? Non, ce n'est pas zéro CO2 parce que ça n'existe pas. Zéro CO2, c'est un peu ce fantasme du zéro carbone nous amène à penser des choses comme ça qui sont fausses. Il n'y a pas de zéro CO2 parce qu'effectivement, il faut le produire et il faut le transporter. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et de sorte que, d'ailleurs, vous voyez donc ici, aujourd'hui, à partir du vaporeformage, gaz naturel, donc c'est ce fameux 10 kg par kilo, 10 kg de CO2 par 10 kg d'hydrogène que j'ai déjà mentionné. Si vous faites de l'électrolyse, vous voyez, il y a toutes sortes de ressources. Et évidemment, vous voyez tout de suite qu'avec des panneaux solaires, de l'éolien, de l'hydraulique, du nucléaire, vous émettez très peu de CO2 et c'est vraiment intéressant. Et que si vous utilisez le réseau français, parce qu'il est très décarboné, en effet, vous baissez considérablement les émissions de CO2 associées à la production d'hydrogène, et ça a un sens de faire de l'électrolyse en France plus qu'en Europe, par exemple, qui a une électricité malheureusement pas assez décarbonée. Mais néanmoins, ce n'est pas zéro, vous voyez, même pour un pays comme la France. Et d'ailleurs, si je prends un certain nombre de projets européens de certification, des directives européennes sur les énergies renouvelables, d'actes délégués sur la taxonomie européenne, vous voyez, c'est récent. Le seuil d'émission pour la production d'hydrogène, pour définir qu'il soit vert, c'est, me semble-t-il, 3 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Donc ce n'est pas zéro. Vous voyez, on passe de 10 à 3, c'est déjà pas mal. Mais enfin, ce n'est pas zéro. Ça paraît raisonnable de considérer les choses comme ça. Voilà. Alors, je voudrais terminer avec... alors, j'aurais peut-être pas fini, mais j'enchaînerai la prochaine fois. Je ne veux pas dépasser mon temps de parole. J'espère en tout cas qu'à ce niveau-là de ma présentation, vous avez bien compris la problématique vecteur énergétique, nécessité de sources d'énergie pour le produire et les différentes méthodes qu'on a à notre disposition pour produire de l'hydrogène, avec cette conclusion que pour le moment, à l'échelle mondiale, par exemple, c'est moins de 1% qui est vert et plus de 99% qui est gris, et que pourtant l'enjeu, c'est effectivement de basculer vers de l'hydrogène vert. Alors quels sont les problèmes ? Alors, un premier problème, je n'ai pas trop insisté quand j'ai présenté les électrolyseurs, ce sont les rendements. D'ailleurs, d'une façon générale, il n'y a aucun procédé qui a un rendement de 100%. Donc il y a toujours de la perte. En l'occurrence, dans les technologies, alors peut-être les choses s'arrangeront avec les électrolyseurs à haute température, attendons de voir, mais en tout cas, tout indique en tout cas qu'on peut atteindre des rendements tout à fait intéressants. Mais pour le moment, on travaille avec de l'électrolyse alcaline, de l'électrolyse à membrane échangeuse de protons, PEM, que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, si vous voulez, dans un schéma, je prends celui-là, vous avez de l'énergie bas carbone, vous envoyez cette électricité
dans un électrolyseur, vous produisez de l'hydrogène que vous stockez, parce que vous ne le gardez pas gazeux à température et pression ambiante, vous le stockez, donc, et ensuite, éventuellement, et ici c'est ce qui est proposé, vous prenez cet hydrogène et vous le brûlez ou vous le transformez à nouveau en électricité. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le procédé power to hydrogen to power, donc électricité, hydrogène, électricité. Et donc cette chaîne-là, elle a un rendement, bon, ça c'est un travail un peu ancien de l'ADEME, de l'ordre de 25%. Ça peut être un peu plus, mais enfin on est dans les ordres de grandeur d'autour de 30%. Et donc ça c'est problématique évidemment parce que perdre 70% d'une énergie qui est précieuse, c'est évidemment embêtant. Et ça c'est dû au fait que, voyez, vous avez donc de l'électricité, ici c'est 58 kWh pour arriver à la fin à 13, à 33 au milieu, donc 58 kWh, ça c'est un schéma de calcul de l'ADEME, vous perdez, parce que les rendements ne sont pas de 100%, ils sont plutôt autour de 60%, vous perdez de l'énergie en électrolyse, donc vous arrivez à 1 kg d'hydrogène, donc vous avez 33 kWh, vous perdez de l'énergie parce que vous comprimez par exemple, vous en perdriez encore plus si vous liquéfiez, et ensuite vous transformez cet hydrogène dans une pile à hydrogène pour fournir de l'électricité. Donc vous voyez que vous avez mis 58 kWh d'électricité et vous en produisez 13 dans cette chaîne. Donc ça c'est donc tout à fait embêtant. Juste, j'ai oublié de le mentionner, j'ai parlé d'électrolyseur. Qu'est-ce que c'est qu'une pile à combustible ou une pile à hydrogène? C'est un dispositif électrochimique qui fait exactement la réaction inverse. Donc là, vous n'appliquez pas de courant, mais vous reliez une électrode négative à une électrode positive, vous introduisez de l'hydrogène, et au lieu d'avoir l'hydrogène qui réagit directement avec de l'oxygène, vous les séparez les réactions. Dans cette électrode négative, vous décomposez l'hydrogène en protons et en électrons. Ces électrons circulent et vont à l'électrode positive pour faire cette réaction. Et là aussi, les rendements sont pas très bons. Donc ça, c'est vraiment un problème. Vous voyez, aujourd'hui, me semble-t-il, le plus grand électrolyseur du monde... excusez-moi. Ça, c'est le problème du rendement. Le deuxième problème que je voudrais évoquer, et que j'ai déjà évoqué, c'est la question de la production électrique nécessaire pour produire de l'hydrogène qu'il faut avoir en tête. Cette chose-là est très très importante, parce que, vous voyez, ça fait 30 ans qu'en France, on a à peu près la même production de consommation électrique, c'est autour de 470 TWh. Si on voulait mettre des... Enfin, je veux dire... Il n'y aura d'hydrogène en France, en Europe et dans le monde que si on est dans la capacité de monter significativement nos capacités électriques. C'est aussi simple que ça. Donc il y a, vous voyez, par exemple, le plus grand électrolyseur du monde, me semble-t-il, qui est à membrane échangeuse de protons. C'est au Canada, c'est un projet dans lequel Air Liquide est impliqué. Air Liquide nous dit qu'en 2024, il y aura à peu près le même en Europe, en Allemagne. Un à Taïwan qui est en construction. Donc vous voyez, il n'y en a pas des milliers. Et un petit calcul, en fonction de la puissance de ces électrolyseurs et de leur production, voilà, pour produire 1 million de tonnes en France, il faudrait qu'on installe 340, à peu près 340 de ces électrolyseurs, si vous voulez. Alors, évidemment, s'il y en a 4 millions de tonnes qu'on vise, voilà, il en faut 4 fois plus. Air Liquide nous parle aussi d'un électrolyseur alcalin à 200 MW. C'est un grand projet d'Air Liquide, donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc j'ai parlé de cette question de la production électrique.
Oui, voilà. Coût de production. Alors, il y a l'électricité. Il faut, donc, si une économie à hydrogène, c'est d'abord et avant tout énormément d'électricité. Ça, il faut bien avoir ça en tête, hein, j'insiste. Et c'est évidemment la question de savoir si on peut le faire à un coût raisonnable. Évidemment, on sait toujours que quand on commence une nouvelle stratégie, une nouvelle technologie, les prix sont plus élevés que l'ancienne, mais on peut espérer qu'avec le déploiement de cette nouvelle technologie, les prix vont diminuer. Néanmoins, quels sont les enjeux? Voilà, aujourd'hui, l'hydrogène gris, vous voyez, c'est gaz naturel. Donc ça, c'est voilà, c'est un article de Nature. Aujourd'hui, c'est entre 1,5 et 2 euros le kilogramme. L'hydrogène vert, c'est entre 4 et 8. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. L'industrie ne va pas passer tout d'un coup d'une utilisation de 1 million de tonnes à 1,5 euros à 6 euros, hein, d'accord, multiplié par 4 le prix de cet hydrogène. Donc, et tous ces coûts-là sont à peu près cohérents dans la littérature. Et évidemment, l'enjeu, hein, c'est ce qui est indiqué ici, l'enjeu c'est de rapprocher ces coûts-là et en particulier voilà, d'essayer d'arriver voilà, de 2 à 3 euros par kilogramme d'hydrogène pour que ça commence à devenir intéressant. Non, voilà. En fait, comme vous le voyez ici, ça, ce sont le coût de l'hydrogène. Là, c'est en dollars par kilogramme, mais c'est à peu près des euros par kilogramme. Vous voyez, ça, c'est les différentes technologies d'hydrogène vert, hein, d'électrolyse. Ici, c'est à partir du gaz naturel, par exemple. Donc, en rouge, c'est feedstocks, c'est-à-dire les sources principales. Donc, ici, le coût du gaz naturel, c'est essentiellement, évidemment, les fossiles. Et pour l'électrolyse, le coût principal, hein, vous le voyez ici, hein, en tout cas pour l'électrolyse alcaline ou l'électrolyse PEM, c'est massivement l'électricité. Donc ce qui coûte cher dans ces fameux 4 à 6 euros par kilogramme, c'est le coût de l'électricité qu'on est obligé de mettre dans le procédé industriel d'électrolyse. Voilà. J'ai ici compilé, je crois que c'est, non, c'est pas compilé, c'est la CRE qui l'a fait, c'est un rapport de la CRE, Comité de régulation de l'énergie, de 2021 à l'horizon 2030. Ils ont compilé ça, eux-mêmes avaient fait une estimation qu'on voit en bas, RTE, l'Agence internationale de l'énergie, le Hydrogen Council, et donc vous voyez ici, voilà, on arrive à une perspective à l'horizon 2030 de 2,5 à 4,5 euros le kilogramme. Je ne sais pas si c'est réaliste, parce que 2030 c'est vraiment tout proche, mais en tout cas on n'est pas dans cette gamme-là aujourd'hui en termes d'hydrogène vert. Voilà. Et c'est ce que j'ai noté de ce rapport de la CRE. Ce tableau illustre qu'il sera difficile d'atteindre un prix compétitif de l'hydrogène décarboné en 2030. La principale cause réside dans le prix de l'électricité, dans la configuration en réseau. Voilà. Et je termine. Donc je vais m'arrêter là. Il y a la sécurité, je n'en parlerai pas, puisque le dernier séminaire, alors je vous rappelle, c'est mardi, hein, c'est pas mercredi.
le dernier séminaire nous parlera de la question de la sécurité de l'hydrogène. Donc moi, je n'en parlerai pas. Et je termine, peut-être que je vous montrerai 2-3 choses la semaine prochaine, mais évidemment, qu'est-ce que je peux dire? Oui, non, ça sera trop long, je ne veux pas... Enfin, je veux simplement dire qu'à côté des problèmes de rendement qu'il faut résoudre, à côté de la production électrique qu'il va falloir augmenter massivement, parce que là, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas se débarrasser de ça. À côté de la capacité massive d'électrolyseurs que nous devons déployer, si nous voulons éviter une dépendance massive vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, donc en France et en Europe. Et c'est l'objectif de France 2030, c'est l'objectif de l'Europe. Si on veut travailler aussi sur les coûts de production, sauf que, comme vous l'avez vu, ce n'est pas tellement le coût en capital, c'est surtout le coût en électricité qui va peser. Donc évidemment, là, on ne maîtrise pas tout, parce que vous avez bien vu au cours des dernières années, le prix de l'électricité varie énormément. Demain, si tout d'un coup, pour une raison ou une autre, ce prix de l'électricité se rapprochait de ce qu'on a vu en 2022, pour tout un tas de raisons, y compris géopolitiques, évidemment, ça ruine toutes les technologies qui sont massivement dépendantes de l'électricité. Et c'est le cas de l'hydrogène vert. Voilà. Il y a aussi des problèmes de transport, parce que quand on dit qu'on veut, en Europe, importer 30 millions de tonnes d'hydrogène, eh bien, il faut mettre en place toutes les infrastructures qui n'existent pas, parce que l'hydrogène ne se transporte pas comme des cartons de bouteilles de vin. Eh bien, ça nécessite la mise en place d'infrastructures de réseaux, de bateaux spéciaux, tout ça qui n'existe pas. C'est de ça dont je voulais vous parler en quelques minutes, mais je vais m'arrêter là. Donc, la semaine prochaine, je vous dirai l'ensemble des... Parce que là, je vous ai parlé surtout de production d'hydrogène et des problèmes associés. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de toutes les applications potentielles de l'hydrogène, où est-ce qu'on peut en faire raisonnablement ou où ce n'est pas raisonnable d'en mettre, pour arriver à une quantité raisonnable d'hydrogène qui seront raisonnables en termes de coûts de production électrique, etc. Voilà, je m'arrête. Merci.